Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois ma mentor, coach, professeure Stéphanie Dubé. J'ai tellement hâte de vous parler de ça parce qu'on va parler du poids. On va parler du poids d'un point de vue intelligence émotionnelle du corps. Juste avant, je veux vous parler de mon commanditaire préféré, Yummy Sports, et je veux vous parler de mes produits chouchous que je consomme tous les matins. Aujourd'hui, j'ai essayé leur nouvelle saveur dans les greens, là, pêche et mangue. Honnêtement, c'est tellement bon. Quand on consomme des greens, là, souvent, on on ressent à l'arrière le petit goût justement là, tu sais, de légumes, puis c'est pas tout le temps super agréable, mais vraiment leurs produits là, ça goûte rien. Mes enfants m'en demandent quand j'en prends. Alors, Yummy est tellement généreux, il nous donne 20 pour le mois de septembre. Être autrement 20 si tu veux aller les tester les produits sur leur site web directement, Être autrement 20. Puis donne bien me donner des nouvelles là, sur comment tu as trouvé les greens. Alors, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Bienvenue au show Être autrement. Je suis tellement contente de vous retrouver pour ce deuxième épisode, oui, de cette saison 3. Ah, que ça va être du bonbon, les amis, parce qu'aujourd'hui, je reçois une personne très, très, très importante dans ma vie. C'est ma mentor, c'est ma coach, c'est ma professeure. Vraiment une grande inspiration. Et si je suis ici en train de vous parler de tout ce que je vous parle, c'est un peu grâce à elle. Alors, je vous présente sans plus tarder Stéphanie Dubé. Allô, Allô Stéph? Eugénie. Salut Eugénie, salut à toute ta communauté, les gens qui te suivent. Je suis super contente d'être là ce matin. Ah, je suis tellement contente qu'on se retrouve là, aujourd'hui parce que, ben, pour celles qui ne le savent pas, les certifications les plus importantes, je vais dire, là, dans mon parcours, ben, je les ai faites dans ton centre, hein, le centre de formation SATNAM pour celles qui vont écouter l'épisode puis qui ont peut-être un intérêt, parce que je le sais que dans ma communauté, il y a beaucoup de gens qui s'en viennent dans ton univers. Il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus intéressés à en savoir plus sur l'intelligence émotionnelle du corps, mais aussi tout ce qui est l'aspect holistique. Puis, Satnam, pour moi, je vais te faire un petit lancer de fleurs là, aujourd'hui. Pour moi, c'est tellement un beau centre, là, c'est tellement bien fait, c'est tellement professionnel, c'est tellement riche. Si vous cherchez une formation à faire, là, allez visiter Satnam, honnêtement. En plus, tu fais des portes ouvertes à chaque année. Donc, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas aller voir ce que tu fais. Puis, je laisserai les informations de toutes tes affaires dans le show notes de l'épisode. Ah, merci Eugénie, ça me touche beaucoup. Puis tu me connais, là, on fait vraiment ce travail-là par passion. Puis pour un désir d'évolution pour notre société, pour notre façon de s'occuper de soi, de se comprendre, pour notre santé, notre bien-être. Ça part vraiment d'un espace qui est profondément vrai à l'intérieur de nous. Donc, ensuite, l'aspect professionnel, ben, ça va de soi que si on veut faire évoluer notre société en santé, entre autres, il faut avoir un discours qui est cohérent, qui se tient. Il faut être en mesure de se faire entendre et comprendre par des gens aussi d'un milieu plus traditionnel. Donc, je travaille fort à justement ce que ce pont-là se crée entre les différentes médecines au Québec pour une médecine intégrative. Et je te remercie d'en faire. Ben c'est ça. Je te remercie pour tes bons mots. Ça me touche beaucoup. Ah, en tout cas, c'est un honneur. C'est un honneur, sincèrement. Puis je le sais comment tu travailles fort, puis je le sais tout ce qui s'en vient, tout ce qui va se placer dans les prochaines années. On peut le ressentir dans l'énergie. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on te ramène sur le podcast pour parler d'intelligence émotionnelle du corps parce que ça a été, écoute, tu as été dans mes premières invitées quand j'ai lancé mon podcast et ça a été quand même un épisode qui fait partie des épisodes les plus écoutés. Je crois que les gens ont tellement de curiosité autour de ça. Puis aujourd'hui, j'ai plein de frissons pendant que je le dis, mais aujourd'hui, je pense que ça va être un épisode vraiment, vraiment bonbon. Pourquoi? Parce qu'on va venir parler, ben, tu vas venir vraiment nous expliquer un sujet qui est quand même, j'ai pas envie de dire tabou, mais tu sais, c'est un sujet qui est là, qui est présent chez les femmes en général. Puis, ben, on va aller le voir, mais d'un point de vue intelligence émotionnelle du corps, et on parle du poids. Oui, voilà. Puis, tu sais, Eugénie, j'ai envie de dire aux gens qui vont nous écouter,
Si jamais vous avez envie de bien comprendre tout le sens derrière l'intelligence émotionnelle du corps, le décodage et tout ça, prenez le temps réentendre l'épisode que j'ai enregistré avec Eugénie il y a déjà quelques années, je pense. Là, dans tes premiers épisodes, tu pourras peut-être dire c'est quel numéro si tu le sais. Mm. Juste parce que cette base-là, elle ne change pas. Et aujourd'hui, on va aller dans justement cette notion spécifique du poids. Et c'est effectivement, Eugénie, un sujet qui touche beaucoup de monde. Mais j'ai quand même envie de nommer, avant qu'on aille dans le sujet du poids et des conflits émotionnels derrière le poids, parce que c'est vraiment de ça dont nous, on va parler, des stress précis. Je veux quand même nommer aux gens que on n'est pas là pour nommer qu'à telle mesure, tel poids, tel livre, tel kilogramme, il y a une problématique. C'est pas du tout là où on s'en va. À chacun de se sentir bien dans son propre corps, peu importe le poids sur la balance. Mais on s'adresse quand même à ceux ou celles qui, eux, ressentent un profond inconfort avec leur poids, qui font le travail peut-être sur eux d'arriver à l'accepter, ce corps-là, qui ont peut-être fait énormément d'efforts en termes de réguler leur système hormonal, endocrinien, leur métabolisme, changement d'alimentation, mise en forme physique, et malgré tout ça, ils engraissent à manger des carottes, là, tu sais. Donc, OK, c'est surtout à ces personnes-là qu'on veut s'adresser pour donner un nouvel angle, une nouvelle façon d'aller peut-être vous observer, travailler sur vous, vous occuper de vous autrement, justement, être autrement. Donc, juste le faire autrement et observer si le corps, dans les mois qui suivent ces changements-là, par lui-même, se met à perdre, on va dire, la masse qui est de trop là, pour vous. Alors ça, je veux vraiment le nommer pour que chacun se sente bien à l'aise d'être mis dans son corps, peu importe le poids. Parce que c'est pas un débat sur l'acceptation du corps là, et tout ça. Je suis bien d'accord, là, il faut s'aimer. Donc voilà, pour l'introduction sur le sujet. C'est tellement important que tu le nommes. Puis moi, c'est ça que je trouve tellement beau dans l'intelligence émotionnelle du corps. Puis, tu sais, je vais te demander d'en reparler parce qu'évidemment, il y a des nouvelles personnes qui sont sur le podcast. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas écouté déjà l'épisode. Je crois que c'était l'épisode 4. Euh, c'est important pour moi, la beauté de cet angle-là, de comment voir la vie à travers ce filtre-là, c'est de comprendre que le corps est là pour nous envoyer un message et qu'on ne travaille pas contre lui, mais avec lui. Puis le jour où on fait ce déclic-là, puis qu'on se met dans une position consciente, parce que c'est ça, le travail, le vrai travail dans la société en ce moment, tu me diras si tu es d'accord avec moi, c'est de réveiller un peu les gens. Et puis je le dis comme ça parce que c'est comme ça que je le dis à mes clients, c'est on va devenir conscient là, de tout ce qui se passe, de tes pensées inconscientes, de qu'est-ce que ton corps te dit, de ton environnement. Prends un instant, recule là, puis regarde le tableau. Juste de faire Oui, ça, là, il y en a beaucoup qui le font même pas, tu sais. Fait que c'est ça aujourd'hui que je trouve magique, c'est d'aller voir ça, mais dans une autre perspective, tu sais. D'aller voir qu'est-ce qui se exact. cache là. Alors, est-ce que tu voudrais nous expliquer qu'est-ce que veut dire l'intelligence émotionnelle du corps? Oui. Bien, en fait, le décodage, l'intelligence émotionnelle du corps, c'est de mettre de la conscience et du sens sur les mots de ton corps, sur les symptômes, sur ce que le mal dit, comme dans le mot maladie. Alors, qu'est-ce que le mal te dit? Évidemment, dans cette approche-là, on est vraiment dans une compréhension plus globale, plus holistique de la santé et de la maladie, puisque on se penche réellement sur les signaux du corps, la symbolique du corps, et comme nous sommes un tout, mais vraiment un tout beaucoup plus complexe, j'ai envie de dire, que ce qu'on en comprend aujourd'hui jusqu'à maintenant avec la science. La science a sa place et tout ce que la science a découvert, c'est extraordinaire, mais il reste encore beaucoup de choses à prouver, à expliquer. Puis c'est pas parce qu'en ce moment, la science ne peut pas encore s'y pencher ou l'expliquer que ça veut dire que c'est faux. Tu le sais, hein, Eugénie, tu as marché ce chemin-là. Moi, je le marche depuis près de 20 ans avec ma famille, mes clients, moi-même. On les voit, les résultats, on le voit qu'on a un réel pouvoir et une responsabilité lorsqu'on en comprend évidemment le sens. Alors, ici, ce qu'on va nommer aujourd'hui, moi et Eugénie,
c'est vraiment de vous amener dans une réflexion. Ça ne remplace pas vos suivis avec vos nutritionnistes, ça ne remplace pas vos suivis avec vos entraîneurs, ça ne remplace pas si vous voyez un médecin pour vos hormones. On n'est pas là. Là, on vous amène dans un autre aspect qui est peut-être à regarder pour vous, que vous vous êtes peut-être jamais penché dessus, pour venir travailler en conscience avec les messages du corps et amener les changements importants selon ce message-là. Parce que derrière un symptôme, il y a un défi. Il y a un message, mais il y a aussi un défi. Et le défi, en fait, c'est souvent de solutionner ce conflit émotionnel-là, ce stress émotionnel-là. C'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait, puis on serait pas là pour en parler. Se responsabiliser dans ce qui nous dérange, qui va pas bien dans notre vie, dans ce qu'on vit, qui est stressant, et trouver les solutions pour justement dépasser ça. Ça demande du courage, ça demande des actions, ça demande de sortir de notre zone de confort, ça demande parfois d'oser assumer des choix qui vont amener des conséquences qu'on n'a peut-être pas le goût de vivre, mais il reste que ton corps est un messager sur l'alignement de ta vie. Et peu importe c'est quoi le sujet du corps, là, aujourd'hui on va parler du poids, c'est toujours la même chose. Il faut solutionner ce qui est notre conflit, notre stress. Donc, c'est un peu ce que j'expliquerais au niveau de l'intelligence émotionnelle du corps. Est-ce que selon toi, Eugénie, avec ce que je dis là, c'est assez clair ou je devrais pousser plus? Non, je trouve que c'est assez clair. Puis j'ai juste envie de faire du pouce, même s'il y a beaucoup de gens qui connaissent mon histoire, que moi, il y a 2 ans, j'ai pris une grande décision de faire un virage 180 degrés dans ma vie et j'avais fait affaire avec toi, Stéphanie, pour en parler. Puis j'avais des symptômes physiques. Je commençais à avoir sincèrement des problèmes. J'avais une énorme blessure à l'épaule qui revenait qui revenait là, à chaque fois que je tombais enceinte finalement. Puis c'était toujours au même moment dans l'année, drôlement, hein? J'avais commencé à faire du déchaussement dentaire assez agressif, risque de parodontite. Juste avant qu'on se rencontre, je venais d'aller faire un examen de la vue, puis l'optométriste m'a envoyé une requête parce qu'on me disait que j'étais à risque de glaucome. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, j'étais allée vérifier ça 2 heures plus tard, puis la médecin. Bon, OK. Je vais me permettre de le dire sur le podcast, mais la joie que j'ai eue à l'intérieur de moi de voir c'est ça, l'ophtalmologiste? C'est Rien vraiment. comprendre des résultats. Rien Oui, comprendre de dire: «Colline, comment que ça se peut qu'il y ait rien avec les chiffres que j'avais il y a 2 ans», tu sais? oui, Ça a été, jouissif, il faut que je le nomme ici. Mais oui, quand j'ai pris cette décision-là de m'en aller finalement, drôlement, j'ai des dents où la gencive a repoussé. oui, On m'a enlevé, le diagnostic de glaucome, je viens de le nommer. Ma blessure d'épaule est partie oui, aussi. Alors pour moi, je suis, la preuve vivante là, tu sais que, cette approche-là, pour moi du moins, était assez claire là. Là, j'ai vraiment compris ce que j'étudiais oui. parce que j'ai solutionné mon Oui, et conflit intérieur. puis, tu sais, Eugénie, je veux quand même le nommer, hein. Tu es venue en rencontre avec moi pour aller justement explorer c'était quoi les défis derrière le glaucome, derrière le problème au niveau des dents, l'épaule. On a tous vu ça. Il y avait même, je te dirais, un dénominateur assez commun dans ton histoire. Oui. Et je t'ai juste dit, il va falloir que tu solutionnes. Puis ça t'a demandé du courage parce que justement, tu dis un virage 180 degrés, tu as fait des changements dans ta vie, tu as osé te lancer dans le vide, dans l'inconnu, parce que tu savais que ça n'avait plus de sens pour toi. Et ensuite, tu n'as rien eu d'autre à faire que juste observer ton corps. Le corps, il ne ment pas. C'est un précieux allié. On ne peut pas s'en passer une petite vite avec le corps. C'est tellement beau. Et c'est ça, puis c'est beau de voir que les spécialistes, je comprends que pour eux, ils ne comprennent pas dans les maladies dites dégénératives ou chroniques quand ce n'est plus là. Mais de plus en plus, il va y avoir de l'ouverture parce qu'on est de plus en plus de gens à s'intéresser à ça et à arriver avec du hors norme, dans le sens où comment ça que ça, c'est plus un problème de santé, ça se guérit pas, cette affaire-là, tu sais. Alors, les spécialistes vont assurément, éventuellement, peut-être se pencher sur l'aspect du stress émotionnel. Mais bon, c'est une brique à la fois, le pont, hein? Et je te remercie, Jenny, de le partager parce qu'on a besoin d'entendre des vraies histoires pour s'intéresser à ça et peut-être se pencher sur cette exploration-là pour soi. Évidemment, il n'y a pas de promesse, chacun a son chemin à faire là-dedans, mais il reste que c'est vraiment, vraiment intéressant et c'est un monde à découvrir Tellement qui est intéressant, fascinant. Ouais. vraiment. Alors, dis-moi donc, Stéphanie, Mhm.
Si on parle là, de notre sujet, là, le poids, Ouais. qu'est-ce que veut dire le poids d'un point de vue intelligence émotionnelle? Oui. Bon, alors premièrement, avant d'aller dans les cinq, il y en a cinq, je les ai mis de côté. Oui, il y a cinq grandes familles de stress émotionnel relié au poids. Moi, je vais inviter les gens, s'ils sont dans cette problématique-là, à se questionner sur est-ce qu'une de ces familles de stress-là vous parle ou plusieurs. Si vous en avez une et que dans ce conflit-là, c'est énorme pour vous, l'intensité du conflit, ça peut venir faire une correspondance avec l'intensité du poids. Si vous avez plusieurs de ces problématiques-là, de ces conflits-là, ça peut aussi amener une intensité au niveau du poids. Si vous vous reconnaissez dans une seule des familles de conflits, puis que c'est faible, ça peut indiquer une faible prise de poids. Donc, il faudra aussi y aller avec votre réalité à vous, puis vous poser la question pour vous dans votre vie. Je vous invite aussi à reculer dans le temps parce que là, je vous amène l'enseignement aujourd'hui, mais pour certains qui nous écoutent, vous êtes peut-être dans cette problématique de prise de poids ou de yo-yo avec le poids depuis des années. Je vous invite à reculer dans le temps pour vous souvenir au moment du début de cette prise de poids, qu'est-ce qui vous parle dans ce que j'amène? Parce qu'il y a des répétitions dans nos vies, mais il y a quand même un déclencheur, il y a un moment où tout ça commence. Alors, juste pour votre réflexion, ça serait bien d'aller là dans dans vos souvenirs ou si c'est très actuel, ce qui s'est passé dans la dernière année. Donc, on a cinq grandes familles de stress, je vais les nommer. On a le conflit de l'abandon, j'y reviens. On a le conflit du manque. On a le conflit du surstress d'identité. On a le conflit du surstress des graisses, donc la protection. Et on a le souvenir d'un mort dont on n'a pas fait le deuil, qui est le poids de ce décès. Alors, de cette perte-là. Donc, je vous explique les cinq. Puis, tu sais, si tu veux me couper, Eugénie, rajouter, tu y vas. Moi, je me lance, puis tu me fais des signes. C'est bon. Pour le premier, l'abandon, OK? Pour certains, une blessure d'abandon, c'est clair. On a l'image d'un enfant qui arrive au monde, il n'y a plus de parents, les parents sont décédés ou les parents donnent en adoption. Bon, ça, c'est un peu l'image la plus facile à imaginer dans le mot abandon. Toutefois, l'abandon, ça a d'autres tonalités que ça. Vous pourriez être une personne qui avait, par exemple, été élevée dans une famille où papa et maman étaient présents. La famille, elle est intacte, tout le monde est là. Mais, exemple, papa et maman travaillent beaucoup. Et lorsqu'ils arrivent à la maison, ils ont peu de qualité de présence réelle à l'enfant. Donc, ils sont occupés dans les tâches à faire parce qu'il est tard le soir, puis finalement, tout va vite. L'enfant n'a pas le temps de se sentir appartenir à cette famille-là, d'avoir un espace pour jaser, pour vivre des émotions, pour vivre des moments en famille. Il est un petit peu seul avec son monde émotionnel, sa réalité, même s'il est entouré de gens dans la maison. Alors, l'abandon, ça part plus d'un sentiment intérieur d'absence, de vide, que nécessairement d'un abandon au sens de l'orphelin, là, OK? Alors, ça déjà, est-ce que ça vous parle dans votre réalité, cette notion d'être seul, la solitude, l'abandon, l'absence, c'est des mots. Et je fais référence ici à l'enfance, mais ça pourrait être là dans votre vie adulte. Vous pourriez être dans une relation de couple où il y a de l'absence affective. Donc, il faut vraiment le voir pour vous. Maintenant, quel est le sens du poids avec cette fameuse réalité d'abandon? Je pense ici aux animaux. OK? Alors, imaginons que nous sommes des animaux. OK? On est dans la forêt et en tant que petit bébé animal, ma mère, qui est aussi un animal, OK, décède. Je la perds. Elle est décédée ou je la perds et je suis tout seul. Au niveau du cerveau, de la survie, OK, est-ce que je suis mieux d'être un petit Suisse qui va vite, vite, vite se cacher ou je suis mieux d'être le gros lion, qui est celui qui est le roi de la jungle, qu'on dit qui fait peur, qui peut se défendre. C'est lui le prédateur, c'est pas lui la proie. Alors, est-ce que je préfère être celui qui est la proie ou celui qui est le prédateur? Je préfère être le prédateur. Le prédateur, il est fort, il est imposant, il est gros, il peut dissuader, il peut te bouffer, il peut te croquer, il peut te blesser. Ça risque pas trop qu'il y ait beaucoup de gens qui aient envie de venir le manger. OK? Donc, si on y va avec le sens de la survie du cerveau reptilien, être gros veut dire être fort. Ça veut dire que si je suis seule, que j'ai été abandonnée ou que dans mon ressenti, je suis seule, si je suis en poids, je peux dissuader.
OK, alors plus je suis fort, plus je suis gros, plus il y a possibilité pour moi de m'en sortir. Et ça se fait de façon très inconsciente. On ne se lève pas le matin en se disant, il faut que je fasse du poids parce que je suis seule, OK? Mais c'est une façon de lire le corps sous cet angle-là d'abandon. Alors, il y a une portion de combat aussi là-dedans, là, de possible, hein? Alors, si quand je suis seule ou que j'ai vécu des absences dans ma vie ou un manque de présence, puis qu'en plus, il y a eu des dangers pour moi, enfant ou dans ma vie, puis que j'étais seule pour me protéger, il y a une forme de possibilité de faire du poids ici pour se défendre. Puis on peut penser à l'intimidation, on peut penser à des dangers avec les enfants dans les cours de récréation parce que des fois, il y a de l'humiliation, il y a des choses qui se passent. Et si je suis seule dans mon ressenti, qu'il n'y a pas personne pour me protéger, je suis quelque part dans l'énergie de l'abandon, puis je peux faire du poids. Dans les faits, je ne deviendrai pas plus fort pour vrai, là. Dans ma tête, ça se peut que je me sente tout petit comme un Suisse, là. Mais mon corps, lui, il en impose. Alors ça, c'est une première réalité là, de conflit pour le poids. C'est sûr qu'il y a tellement de gens qui se sentent interpellés par ça, là. Je veux dire, je le vois, là. Tu sais. Je le vois, là, tellement. C'est fou. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, ce sentiment-là d'abandon, là, clairement, il y en a plusieurs qui le portent, là, tu sais. Oui, exact. Alors Porter, ça, regarde le mot que j'utilise. oui, qu'il porte. Le deuxième élément, c'est le manque. Alors ici, est-ce que ça te parle, le manque? Être en manque. Manque de nourriture, manque de contact, manque de présence, manque de douceur, manque de tendresse, manque d'affection, manque de parents, manque d'amis. Est-ce que tu as un effet de manque? Parce que l'effet de manque ramène à un effet de vide. Alors, s'il y a du manque, je peux remplir. Puis ça se peut que je le fasse par le poids. C'est une impression, c'est encore une fois très inconscient, ça ne se fait pas par la volonté, mais le corps peut indiquer cet élément de manque-là. Alors, Hmm. si je suis dans l'énergie du manque, il se peut que je fasse du poids pour remplir le vide. Et là, encore une fois, ça peut être réel, le manque de nourriture est un fait, là. Il y a des gens qui sont dans la famine, la pauvreté, une difficulté à s'alimenter. Alors, ça se peut que je vienne stocker pour les prochaines famines, pour les prochains moments difficiles, pour avoir des réserves dans cet Hmm. espace de manque. Mais le manque, la nourriture, elle est aussi souvent affective. Et si je manque dans l'affection et la nourriture affective, je pourrais aussi, quelque part, venir remplir. Alors ça, c'est un autre élément du poids, qui est le Qu'est-ce manque. qu'est-ce que tu en dis, Stéphanie? On dirait que quand tu me parles de ça, je vois juste comme quelqu'un qui veut pas vivre ses émotions puis qui va manger justement pour pallier tu sais, le fait de vouloir fuir un peu. Est-ce que tu le placerais dans Bien, ce stress? il y en a qui se reconnaissent là quand on leur parle à ces personnes-là qui sont dans ces dynamiques de venir vraiment manger, d'avoir des rages, là, une rage de Mhm. sucre ou Ouais, des épisodes de genre, je mange beaucoup, 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 et ils vont le nommer. Quand ils s'introspectent, il y a un aspect de vide, de venir comme calmer quelque chose à l'intérieur d'eux qui émotionnel. n'arrivent pas toujours à nommer. Alors oui, on pourrait être dans cet espace de manque-là. Puis parfois, ça peut être aussi une mémoire dans le projet sens. Ça, c'est quand l'enfant est dans le ventre de la mère et tout ce qui entoure la grossesse. Il y a des mémoires cellulaires qui sont associées à ça. Et parfois, l'enfant peut être aussi dans une mémoire et il y a un comportement qui rappelle ça. Je vais vous donner un exemple de ça. Moi, j'ai ma plus jeune qui a eu un important problème de santé à partir de l'âge de 6 mois. Elle a cessé de grandir, de grossir. Elle avait une problématique adénoïde et amygdale, mais qui n'avait pas été trouvée encore. Et donc, elle maigrissait. Elle était rendue squelettique. Et au moment où ils ont trouvé, elle a presque 18 mois. Donc, c'est 1 an de recherche avant de trouver, identifier la vraie cause du problème de ma fille. On avait fait même des tests sur la leucémie, le cancer, la fibrose kystique. On cherchait partout, là. OK? Mhm. Et lorsqu'elle se fait opérer d'urgence à 18 mois parce qu'on comprend enfin quel est le problème, elle est presque en état, ben, en fait, elle pourrait mourir. Elle pourrait même mourir dans l'opération parce qu'elle est tellement rendue maigre que c'est Elle est faible. très avancé le problème. OK? Dès que l'opération va avoir eu lieu, on a passé les 9 jours aux soins intensifs, on revient à la maison, elle se met vraiment à se transformer comme enfant parce que là, elle fonctionne, elle respire, elle a de l'espace dans le donc elle est capable de s'alimenter.
C'est pas juste, elle le met dans sa bouche, puis elle recrache, elle peut avaler, tu sais. Puis là, Mhm. je veux quand même vous dire, il y a tout un conflit derrière ça, là. Nous, on l'a réglé en décodage, mais je veux quand même vous dire qu'il y a une histoire, là. Et c'est pas les adénoïdes et les amygdales, c'est pas pour rien, là. Et elle grandit, puis il se passe peut-être 1 an, à un moment donné, elle arrive à 2 ans, puis à un moment donné, j'observe ma fille, puis je réalise qu'elle est tout le temps dans le frigidaire. Elle est tout le temps en train de jouer devant le frigidaire ou d'ouvrir le frigidaire pour chercher quelque chose à manger, tout le temps. Même chez des amis, là, on me fait la remarque, Steph, ta fille est tout le temps dans le frigidaire. Tout le temps. Mais quand elle sort de l'hôpital, nous, on voit une nutritionniste, on voit un paquet de gens, des spécialistes au niveau de la médecine parce qu'elle a quand même été suivie. Et on doit la gaver. Il faut lui donner du beurre, de la crème, des affaires qui font engraisser. Parce que dans notre tête et dans la tête de tout le monde, au niveau de sa réalité à elle, il y a un risque de décès. Donc là, c'est le temps de l'engraisser. Mais elle, là, elle ne le sait pas avec sa petite tête de conscient de 2, 3 ans que le problème est réglé. Je te dis, Eugénie, quand j'ai allumé là-dessus, puis c'est les années où j'ai commencé, moi, à étudier le décodage. Donc, c'est aussi pour vous remettre dans le contexte que moi, je ne savais pas ces notions-là avant l'opération de ma fille, là. Moi, c'est tout pendant cette période-là où je me suis ouverte à cette manière différente de voir la santé. J'ai parlé à ma fille qui a 3 ans à l'époque, là. Je lui explique qu'elle a failli mourir, qu'elle a été opérée, qu'on était inquiet, qu'à tous les jours, on la regardait maigrir, qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on l'engraisse, mais qu'aujourd'hui, elle était en sécurité, elle allait bien, elle n'avait plus de problèmes de santé, qu'elle pouvait manger comme elle veut, quand elle a faim. Des bons aliments, pas obligée d'être dans le gras et tout ça. Ça a été terminé. Elle a pris ses poupées, elle a pris ses choses, elle est allée jouer ailleurs que dans la cuisine. Et ce n'est plus jamais revenu, ce comportement-là. Incroyable. Mais c'est Puis une ça. mémoire de manque. Elle manquait d'air, elle ne pouvait pas manger, puis elle manquait de nourriture parce qu'elle ne pouvait pas manger, parce qu'il n'y avait pas d'espace dans le nez et la bouche pour respirer. Le cerveau est incroyable. Mm. Donc, voilà pour la petite histoire du Merci, manque. merci pour cette histoire tellement touchante. Mon Dieu, je suis sûre que ça va avoir ému plein d'auditeurs. Troisième famille de conflits pour le poids, on a le surstress d'identité. Et là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus croissance personnelle, développement de soi, la confiance en soi. Il s'agit ici de prendre sa place, avoir le droit d'exister, se donner le droit d'exister, se donner le droit d'être vu, avoir une valeur suffisamment importante, l'amour pour soi pour se dire, j'ai quelque chose à apporter, ce que j'ai à dire est important, je vais oser me nommer, je vais oser que le projecteur soit sur moi, je vais lever la main dans une classe, je vais me nommer dans une situation où j'ai quelque chose à dire, où j'ai une opinion différente, je vais prendre ma place. Est-ce que ça te parle à toi qui écoutes le surstress d'identité, le qui suis-je? Quelle place j'ai le droit de prendre? Est-ce que on m'a autorisé dans ma vie enfant et dans mon développement jusqu'à l'âge adulte de prendre une place où je suis cette personne qui est arrivée peut-être de trop dans une famille? Je donne un exemple. On a juste à reculer un petit peu, Eugénie, en arrière, puis on sait qu'au Québec, par exemple, il y avait beaucoup d'enfants. On devait faire des enfants. Le curé s'occupait de ça, hein? Et il y en a qui ont eu des grandes, grandes, grandes familles, mais ça ne veut pas dire que la maman elle avait cette grande, grande, grande passion d'en avoir autant. Alors, si on prend le temps de discuter avec ces gens-là qui arrivent de familles sous pression religieuse, là, que je parle, il y en a qui vont dire, ma mère n'en voulait plus de bébé, là. Moi, je suis l'enfant de trop, là, ou on est plusieurs enfants de trop. Ça peut Hmm. faire des enfants qui ne prennent pas leur place, qui n'ont pas ce droit d'exister, qui ont la culpabilité d'y être, ou je ne sais pas si tu comprends le sens Oui, un petit oui. peu de où j'amène la chose. Alors, dans l'identité, il faut réfléchir autant dans le contexte actuel de comment tu prends ta place aujourd'hui en tant qu'adulte, mais aussi tout ton contexte de projet-sens, d'empreinte de naissance, ton histoire familiale, ton éducation. Est-ce que tu avais le droit d'avoir une place? Est-ce qu'on te portait une attention en te disant, tu es importante, on veut t'entendre, on veut savoir tu es qui, on veut te connaître toi dans ton identité. Et l'identité en fait partie. Si je ne sais pas qui je suis ou que je me connais très peu parce que j'ai fait très peu de travail sur moi, d'exploration de soi et de connaissance de soi, ça se peut que mon identité, en fait, je ne la connais pas. Bien, dans le fait de ne pas me connaître ou de ne pas prendre une place dans ce que je suis fondamentalement, ça se peut que mon corps prenne de la place. Hmm. Parce que plus je suis gros, plus je prends de la place, plus on me voit. C'est très inconscient encore, mais il reste que c'est ça. Si je suis
large, imposant, on va me voir plus que si je suis tout petit, caché. Et encore là, c'est à chacun de voir qu'est-ce qui vous parle dans ce que je nomme. Est-ce que c'est plus l'histoire de prendre une place, d'oser être vu, la visibilité, ou c'est plus en notion avec l'identité, votre Mais on rôle? parle de, excuse-moi Stéphanie, on parle de poids, on parle de, plus un contexte de prise de poids, mais le poids, ça peut être aussi de l'autre côté, Dans quel sens? dans le sens de pas en avoir, Oui, dans le oui. sens, Ben, comme en tu disais fait, avec ta fille. oui, oui, c'est sûr, lorsqu'on maigrit, puis qu'on maigrit dans une forme qui peut être même dangereuse pour la santé, c'est dans la notion de disparaître, ne pas avoir le droit d'être là, Hmm. ne pas avoir le droit de prendre sa place. C'est des exemples que je donne. Il peut y avoir eu des mémoires d'agression, donc je souhaite disparaître et qu'on ne me voit pas, parce que si on ne me voit pas, je ne suis pas en danger d'agression. Il peut y avoir une notion de... Il y a les agressions, la protection, être vu disparaître, ne pas avoir le droit d'exister, pas avoir le droit d'avoir une place. Quelle est ma place? Et pour vous donner un exemple de réflexion sur le sujet, dans le cas de notre fille, notre troisième enfant, celle qui a eu un pépin de santé, puis j'en parle dans mes cours, nous, on utilise beaucoup les histoires de cas pour comprendre le sens de tout ça. Puis ma fille, elle est très au courant de l'histoire, c'est la troisième. Moi, avec mon chum, on a 10 ans de différence, ce qui fait que lorsque arrive le projet du troisième bébé, c'est mon projet à moi. Mon chum, il est rendu ailleurs et il aurait envie d'arrêter ça à deux. Et je vais, c'est pas un concours, là, mais je vais gagner dans le sens où j'ai mon troisième bébé. Et juste pour ceux qui écoutent, sachez que mon chum et notre fille, ils ont une super relation, mais au moment de la grossesse, c'est difficile parce que il y a une réelle distance qui s'installe, il y a quelque chose de plus difficile dans notre relation dû au fait que j'ai pas écouté son besoin, j'ai écouté le mien. Et évidemment, il y a toute une charge et un stress émotionnel durant la grossesse pour moi. Et ce Hmm. stress-là, le bébé le ressent. Et là, on rentre dans les histoires de projet-sens. Alors, quand notre fille arrive au monde, bien, quelque part, elle est dans l'empreinte de cette histoire-là qui est euh, quelle est ma place? Parce qu'elle a une demi-place. OK? Mhm. Et là, je n'irai pas plus loin que ça parce que c'est pas un cours sur le projet sens, puis tu le sais, c'est toute une formation, l'intelligence émotionnelle du corps, mais je veux quand même vous indiquer que les histoires ne sont pas parfaites. Et tu sais, aujourd'hui, je partage ça, mon chum et moi, on est très au courant de ce qu'a été nos enjeux, nos défis. Et j'utilise les histoires parce que c'est par là qu'on comprend les nôtres ou qu'on peut faire des bons sur nos propres histoires. Mais dans le cas de notre fille, évidemment, cet espace d'identité de prendre sa place, quand tu me renvoies à la maigreur, ben c'est je vais disparaître. Mhm. Je vais juste disparaître. Et tout ça a été réglé, évidemment, mais oui, ça faisait partie de ce qui avait à être libéré dans ses cellules à elle, dans ses Hmm. mémoires. Oui. En tout cas, je sais pas pour vous, là, mais moi, même si j'ai fait la formation, je pourrais quand même écouter Stéphanie parler pendant des heures. Tu as le droit de revenir, hein? Oui, c'est ça, je vais le T'es refaire bienvenue à encore. chaque année. On a tellement des nouvelles histoires en plus cette année. Si tu savais, je t'en reparlerai. Ah, regarde, c'est Ah, sûr. sainte. Puis je Oui. le nomme souvent dans le podcast, mais là, on n'est pas dans le transgénérationnel, mais il va falloir que tu reviennes pour en parler. Ah oui. Mais il y a des études à McGill parce que j'ai un de mes amis qui est très, 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 qui adore tout ce qui est holistique, neurosciences. Il travaille lui-même, il se promène, il va voir les études. Puis il y a une étude à McGill en ce moment sur le transgénérationnel, là, où qui étudie en fait comment le fait. L'épigénétique, hein? C'est l'épigénétique qui étudie. L'épigénétique, oui, c'est ça. Puis c'est ça, ils ont été capables de prouver en ce moment que le fœtus, dans l'enfant à naître, on peut retrouver des mémoires cellulaires de la mère, tu sais, pendant Mhm. la grossesse. Fait que ça s'en vient, là. Ça s'en Oui, vient, puis là, les c'est gens, ils... important ce que tu nommes, Eugénie, parce que, tu sais, ça fait presque 15 ans que j'enseigne le décodage ou que je l'ai étudié. Même, je dirais 20 ans que je l'ai étudié sur différentes fréquences dans ma vie, puis que je l'enseigne. Il y a plusieurs années, c'était carrément du n'importe quoi pour les scientifiques. Mais ça revient à ce que je suis en train de dire. C'est pas parce que c'est pas encore prouvé que c'est n'importe quoi. Mais il faut que Exact. la science s'y arrête et elle est en train de se pencher là-dessus. Donc, on commence à les avoir, les espèces de Wow, c'est une nouvelle découverte, mais c'est pas Mais non. nouveau. Ça fait des années qu'on utilise ça, ça fait 30 ans qu'on parle de ça. Mais il y en a qui ont besoin de la science pour le croire.
Alors qu'il y en a d'autres qui, comme toi, comme moi, on a besoin de le vivre pour le croire. À partir du Mhm. moment où on le vit, ça devient notre vérité, que la science suive ou qu'elle soit 10 ans en décalage, ça fera juste confirmer ce qu'on avait compris avant, tu sais. Ouais. Et moi, je trouve ça magnifique. Si la science s'y attarde, ça va faire évoluer la société parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont besoin d'être dans la science pour s'ouvrir. Mais oui, puis on en parle de plus en plus. Puis moi, je close ça pour te laisser continuer, là. Mais j'ai une de mes clientes qui va se reconnaître, qui est médecin. Elle vient de terminer, elle est médecin de famille. Puis, tu sais, elle vient à mes retraites, elle vient à mes événements, elle fait du coaching avec moi. Elle a cette curiosité de comprendre cette façon de voir la vie, mais avec son esprit qui est dans la médecine traditionnelle. Et moi, je trouve ça tellement magnifique. Je me Mm. dis, waouh, si on est capable d'avoir justement des gens qui sont positionnés comme ça, comme médecins ou scientifiques, peu importe, dans Oui, le domaine de la santé générale, là, on va dire, puis qui ont cette ouverture-là à aller voir, ben, comment est-ce que je pourrais encore mieux accompagner mes patients, ben, écoute, là, oui, ça avance vraiment bien, oui. là, tu sais. Ou de travailler dans une collaboration réelle C'est ça. où chacun a un champ d'expertise. Puis effectivement, Jenny, il y en a dans mes cohortes. Toi, tu vois, tu as une cliente qui est en médecine. Moi, j'ai des étudiants infirmières, beaucoup d'infirmières, pharmaciennes et de Ostéo. services de santé, services sociaux, beaucoup d'intervenants. Sinon, déjà, les gens du milieu alternatif sont présents, là, les ostéos, naturaux, masso et tout ça, mais il faut de l'ouverture, puis c'est en train de se passer. Puis ça, je trouve ça magnifique et il faut le nommer parce que plus on le nomme, plus on le normalise. Tellement, puis je veux dire, la mission, c'est quoi? La mission, c'est d'aider. C'est Mhm. d'aider la personne en avant de nous à aller mieux. Oui, Fait qu'on peut-tu juste se le rappeler, la oui. façon après qu'on se prend, tu sais? Oui, puis Eugénie, ben, je vais revenir aussi au poids. Il reste deux éléments à regarder, mais on s'entend, en santé, on a vraiment à revoir notre système de santé. Ben oui. Ça déborde. Et il y a tellement de choses qu'on pourrait être beaucoup plus autonome si on se donne la peine de s'ouvrir à tout ça, ce qui désengorgerait déjà une partie du système. C'est une solution parmi, je comprends, plein d'autres sortes de solutions possibles, mais ça part pareil par des petits micro-changements et ça, c'en est un. On a Mais le droit bon. de rêver, là. Hein? Oui, ben en fait, ça va devenir une réalité, hein. C'est juste Ben que je oui, peux pas ça s'en te vient, dire, j'ai confiance. je peux pas prédire de combien d'années ça va prendre d'y arriver, mais c'est déjà en train de se faire. Ça fait des Oui. années que ça se fait. Donc, on continue, Jenny? Oui. OK, on s'en va dans la quatrième famille des conflits par rapport au poids, et c'est le conflit des graisses qu'on appelle le conflit de la protection. Vous savez, la graisse, si on prend la baleine, c'est un animal qui a plein, plein, plein de graisse et ça lui sert évidemment. Donc, ça vient protéger aussi pour les aspects thermaux, là, le froid et tout ça. Alors, dans l'aspect des graisses, si on a vraiment un stockage de graisse important dans le corps, il faut vraiment réfléchir en termes de protection. Alors, habituellement, on va retrouver dans l'histoire de la personne des abus, de la violence, des peurs liées aux agressions, des agressions réelles et de toute forme, qu'on parle de violence physique, psychologique, verbale, sexuelle. Alors, le corps est là pour se protéger. La graisse fait ça. Dans les faits, la personne qui a vécu des agressions, de l'abus, ne va pas se sentir plus en sécurité dans sa tête parce qu'elle est en surpoids. Mais pour le cerveau de la survie, le poids t'amène à être un peu comme le gros lion qui peut devenir le prédateur. Donc, je suis moins en danger d'être une proie, inconsciemment. Alors, j'ai envie de vous dire, si ça vous parle, le surstress des graisses, la graisse, À pardon, tes ça, souhaits. c'était pas prévu. Merci. La graisse vous protège de qui? La graisse vous protège de quoi? Le danger était à quel âge? Est-ce que le besoin de protection vous appartient ou ça fait partie de votre empreinte de naissance du transgénérationnel? Parce que parfois, les abus viennent de nos ancêtres et nous, on en a juste la mémoire cellulaire, cette impression de danger, d'insécurité par rapport à de la violence qu'on n'a jamais subie. Hmm. Alors, le surstress des graisses, c'est vraiment ça. La protection face aux abus, aux agressions. C'est sûr que ça aussi, ça doit parler. Tu sais, je pense qu'on s'en rend pas tellement compte quand on n'est pas dans le domaine, là, mais dès qu'on commence à travailler comme thérapeute, coach, psychologue, j'imagine, tout ça, là, on se rend compte à quel point que les abus, c'est quand même. Ah, il y en a Il y énormément. en Pour a ceux pas qui mal. s'intéressent à ça ou qui travaillent dans ce domaine-là, au niveau des statistiques, c'est énorme. C'est énorme. Oui. C'est- Même au niveau des femmes, je sais qu'il y a des hommes qui ont été abusés, là. On n'est pas en train de dire que l'abus, c'est seulement l'histoire des femmes, mais au niveau des Collatéral, non. statistiques, c'est très, très, très élevé. Et je vais vous rappeler aussi qu'au niveau de la graisse, regardez où est votre graisse. Est-ce que c'est au niveau des cuisses? Est-ce que ça referme justement l'espace génital? Est-ce que ça vient cacher?
Le Hmm. sexe, tu sais, au niveau de la cuisse, là, quand ça referme, ça vient un petit peu faire justement comme une protection. Est-ce que c'est au niveau du ventre, des fesses, des seins? Est-ce que c'est dans le visage, les bras? Où a lieu l'attouchement? Où a lieu le danger? Où a eu l'agression? Le corps peut localiser la graisse à un endroit spécifique aussi. Il y en Hmm. a pour qui Vraiment c'est intéressant. partout. Le poids est partout. Alors là, on peut être dans un stress assez général et intense, mais parfois, la graisse, elle est localisée. La Ouais. personne, elle est mince à peu près partout, sauf à un endroit du corps où il y a une masse importante. Alors, cet endroit-là représente quoi? Elle rappelle quoi? Hmm. Ah ouais. J'ai une personne en tête vraiment proche de moi, là, que je nommerai pas, mais Non. tout son bas de corps, toute petite jambe, toute petite, puis après ça, ventre, fesses, c'est ça, là, tu sais, c'est même sein, Oui. là, en fait. Fait que on voit que clairement, puis je connais l'histoire, fait que, ouais, ça fait bien du sens, ça. Oui. Alors, non, c'est très intéressant de voir tout ça. Puis oui, je sais qu'il y a une histoire de morphologie, de génétique. Les gens vont dire, oui, mais on a une morphologie. Là, on n'est pas en train de parler de morphologie, mais vraiment d'accumulation, de stockage de graisse. Alors, vous pouvez réfléchir en ce sens-là de protection. C'est ça le but, en fait, de l'épisode, c'est juste de vous amener à une réflexion, à devenir juste plus consciente peut-être de qu'est-ce qui se passe dans votre corps. C'est juste ça l'objectif aujourd'hui. Exact. Puis le dernier, celui que j'ai envie de nommer, c'est l'identification à un mort. Alors, dans notre vie, il nous arrive de perdre des gens. Parfois, il y en a qui vont perdre un bébé fausse couche. Il y en a d'autres qui vont perdre un bébé à la naissance, à l'accouchement ou dans les premières semaines de vie. Il y en a qui vont perdre un enfant tragiquement dans un accident, une maladie. D'autres vont perdre un frère, une sœur, un parent malade. Peu importe, on perd des gens. Mhm. Si le deuil n'est pas bien traversé, complété, il se pourrait qu'on porte ce qu'on appelle la portance d'un mort. C'est comme si on porte le poids du souvenir de cette personne qu'on n'arrive pas à libérer, qu'on n'arrive pas à laisser aller dans l'énergie. Alors, si par exemple une femme perd son bébé à l'accouchement et qu'elle avait pris 30 livres, il se peut, je donne un exemple, qu'elle porte 30 livres de plus ensuite, qui le rappelle du poids de cet enfant-là qu'elle n'a pas pu Hmm. avoir. C'est un exemple, OK? Alors, il y a aussi cette mémoire de portance d'un mort. Et le poids peut représenter le poids de la personne, le poids que la personne avait perdu lorsqu'elle était malade avant le décès. Il faut aller voir le sens du nombre de kilos ou de livres pour Hmm. voir la correspondance, mais c'est possible que ce soit là. Alors, Wow. ça aussi, c'est une possibilité de mémoire. Moi, j'ai envie de te nommer ici, Eugénie, puis à tout le monde, ce qui est important à partir du moment où on a compris, on est dans quoi? Est-ce qu'on a les 5 histoires, autant l'abandon que le manque, que l'identité, que le surstress des graisses? Et dans le surstress des graisses, je ne l'ai pas dit tantôt, là, mais au niveau de la protection, on peut rentrer les humiliations là-dedans. Parce que Mhm. l'humiliation, ça peut nous ramener à de l'agression, là. Quand il y a de l'intimidation, de l'humiliation, et ça peut aussi toucher l'identité. Fait qu'il y en a qui ont lu du Lise Bourbeau, qui ont vu, écoute, tu sais, qui ont été dans Écoute ton corps, les morphologies du corps. L'humiliation est une blessure reliée au surpoids, par exemple, mais vous pourriez très bien mettre l'humiliation autant dans graisse que identité ou manque ou abandon, ça peut rentrer partout. Je reviens à ce que je disais. Lorsque vous avez identifié vos éléments de conflit reliés au poids, il faut s'en occuper. Alors, Mhm. c'est une prise de conscience, là, peut-être aujourd'hui en écoutant le podcast, mais On fait quoi si, avec? c'est ça, pour chaque élément, c'est ça le vrai travail sur soi. C'est si je vis un sentiment d'abandon, comment je peux venir me remplir par moi-même, pour moi-même, être en présence à moi ne plus m'abandonner. Parce que Mhm. rendu à l'âge adulte, là, le passé, il est passé. Fait que c'est correct d'aller le visiter pour se comprendre, puis voir d'où on vient, puis un petit peu comprendre qui on est devenu. Mais à l'âge adulte, en tant qu'adulte, on peut prendre soin de cette partie-là de nous qui a eu des manques ou des blessures et s'en occuper. Alors, dans l'abandon, c'est comment je peux, à partir de maintenant, ne plus m'abandonner moi-même, me laisser tomber, ne pas être à l'écoute de mes besoins, de mes valeurs, de ce qui est important pour moi. Est-ce que tu t'abandonnes dans la vie? Et comment être en pleine présence à toi, avec amour, et te remplir de cette présence-là? Déjà, ça, c'est une pas pire piste de travail. Oui, Ensuite de ça, pour le surstress, le surstress, du manque. du manque, merci de me ramener.
pour le surstress du manque. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie? Qu'est-ce que je peux améliorer pour me sentir en connexion à d'autres, en relation aux autres? Ça s'apprend, hein, se faire des amis, ça s'apprend, devenir une personne qui est capable d'être dans un couple. Il y en a qui peut-être qui vont écouter et qui vont dire ça me fâche ce que tu dis parce qu'en fait, moi, je rencontre des gens qui n'ont pas d'allure, tu sais. Mais Mm. il reste que si on change à l'intérieur de nous des comportements, une attitude, notre gestion émotionnelle, notre communication, notre présence à soi, ça change notre présence aux autres, ça change aussi avec qui on se trouve en relation, donc tout part de soi. Mhm. Vous n'êtes pas coupable d'être dans des relations difficiles, mais vous faites partie de la solution. Alors, quand il y a trop de manque, j'ai envie de me remplir de quoi dans les faits? Si je ne suis pas en train de me remplir de sucre, là, puis de barres de chocolat, j'ai envie de me remplir de quoi? Est-ce que je connais mes passions, mes valeurs, ce qui amène du sens à ma vie? À quoi j'ai envie de contribuer comme humain dans mon existence pendant que je suis ici incarnée au niveau terrestre? J'ai envie d'être qui, de faire quoi? Mhm. Le Alors, je travail peux me identitaire. remplir. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Si les problématiques sont plus au niveau de l'insécurité financière, donc la peur de manquer, la survie, bien ça aussi, des fois, il y a des façons d'aller chercher de nouvelles formations, retourner aux études, changer d'emploi. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que ça se fait comme ça. Je ne dis pas que ça ne demande pas du courage, mais on a la possibilité quand on s'ouvre ou qu'on demande de l'aide, qu'il y ait des changements possibles qu'on n'avait pas cru possibles au niveau du manque aussi. Donc, ça, c'est ça. Tu sais, Euh, sérieusement, là, si c'était facile, tout le monde le ferait. Si c'était oui. facile, tu sais, je veux dire, tout le monde serait à la même place. C'est ça qui va faire la différence pour moi, tu sais, ceux qui réussissent vraiment, entre guillemets, et ceux qui restent à la même place, c'est d'aller chercher cette dose de courage-là à l'intérieur de nous. On l'a tous et tous. On a tout ça à l'intérieur de nous, ce pouvoir-là. Tu sais, quand on parle de beaucoup de ça en développement personnel, mais on a tous ça à l'intérieur de nous. On peut tout faire. Moi, j'y crois, tu sais. Mais vas-tu avoir le courage d'être dans cet inconfort-là pendant un Oui. certain temps? Puis je vais ramener à mon histoire parce que je le nomme souvent, mais quand tu me dis, tu vas pas mourir, je sais que tu as peur, mais tu vas pas mourir, tu sais. Puis le jour où j'ai compris ça, j'ai réalisé que c'est vrai que je ne vais pas mourir, mais c'est vrai que ça sera pas facile, puis c'est vrai que ça va être inconfortable, puis c'est vrai qu'il va falloir que je fasse des changements dans ma vie. Mais quel est le prix à payer réellement, tu sais? Est-ce que le prix d'être inconfortable est plus cher que de rester où j'étais malheureuse? Puis Mhm. sachant très bien que c'est pas le mieux qui s'en vient pour moi, là. Donc, on ramène à la responsabilité, mais je pense sincèrement que j'espère en tout cas que dans l'épisode d'aujourd'hui, tout le monde, vous enregistrez que peu importe ce qui se passe dans votre vie, que ce soit au niveau des maux physiques ou dans votre environnement, on a toujours cette responsabilité-là, mais ce pouvoir-là, j'ai envie de dire, de changer notre vie, tu sais. Oui. Puis on Puis, peut réellement. tu sais, Eugénie, pour ceux qui nous écoutent puis qui se disent c'est insurmontable ce que vous dites là, les filles, pour moi, je peux même pas imaginer, j'ai même pas une once de courage dans mon corps, je suis tellement pas forte à l'intérieur de moi. Partez par le début, venez travailler la connaissance de soi, venez rebâtir l'estime. Ça se développe la confiance en soi, ça se développe l'audace, oser, se comprendre, se connaître. Quand tout ça est là, puis qu'il y a un certain chemin qui a été fait à l'intérieur de soi, on a plus la capacité d'aller dans cette zone, cette zone de non-confort, d'inconfort, d'oser des actions courageuses, parce qu'il y a quelque chose qui est construit à l'intérieur de nous. Donc, juste pas oublier que ça peut se faire par étapes. Puis si Oui, vous puis n'êtes pas capable d'y aller tout seul, vous y allez en étant accompagné. c'est Parce que ça, c'est ça notre job, hein? c'est ça. Oui. Puis je trouve que c'est la meilleure option en toute humilité. Je veux dire, j'avais besoin que tu me le dises, moi. Tu comprends? Je le savais, mais mon ego était tellement dans le chemin, je n'étais pas capable de le voir puis de le comprendre. L'accompagnement, c'est tellement précieux. Bref. Je pense que tout le monde a compris le message. C'est bon, ça. Alors, on continue avec qu'est-ce qui est à solutionner dans le surstress d'identité? Ben, même chose, dans le surstress d'identité, qui suis-je? Il faut que je me connaisse, il faut que je connaisse mes valeurs, il faut que je connaisse mon identité, il faut que je connaisse à quoi j'ai envie de contribuer, comment je fonctionne, qu'est-ce qui est important pour moi. C'est un travail d'exploration et de connaissance de soi que d'être dans l'identité. Et prendre sa place, ça demande de sortir de l'insécurité affective. Ça demande d'être dans l'autonomie affective. Ça demande d'avoir de l'amour pour soi, de l'estime pour soi, une bonne image de soi.
Et tout ça, ça se travaille aussi par la voie du développement personnel, de l'accompagnement, des lectures, des formations, des séminaires, peu importe. Il y en a qui y vont avec les psychologues, mais trouve ta façon, reste pas pris dans ce qui te rend malheureuse ou malheureux, Mhm. tu sais. Après, le chemin que tu vas emprunter pour y arriver, ça t'appartient. Mais tu es responsable de sortir de cet état-là qui ne te convient pas. Exact. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire à ta place. Alors Mm. ça, c'est pour la solution de l'identité. Ensuite, on avait sur stress des graisses. Ben, c'est sûr, dans les histoires d'abus, de violence, d'intimidation, d'humiliation, d'agression, il y a beaucoup de peur en dessous de ça. Il y a parfois même des traumas. Si c'est des gros traumas, ben, il faut aller en psychologie, il faut aller dans les services spécialisés en santé mentale. Si c'est plus léger, que ça fait seulement partie de j'ai besoin de prendre conscience de ça, mais je vais me solidifier dans ma capacité à me défendre, m'assumer, prendre ma place, mettre mes limites, dire non à ce qui est violent, quitter une relation violente, m'affirmer face à l'autorité toxique, savoir me protéger ou identifier les gens qui ne sont pas sains pour moi. Ça s'apprend, tout ça. Et ça passe par comment je peux me protéger moi-même ou comment je peux développer mon sentiment de sécurité. Parce que si je suis en sécurité, je n'ai pas besoin de me protéger. Si je suis dans des relations où il y a de la dysfonction, du toxique, de la violence, c'est de sortir de là. C'est le premier geste de sécurité envers soi qui est Mm. je n'accepterai plus ça. Mais pour ne plus accepter ça, il faut que j'aie de l'autonomie affective. Si je n'ai pas d'autonomie affective, je suis pris dans le cercle vicieux de la violence. Donc, ça aussi, ça se travaille. Ouais. Et pour l'identification à un mort, ben, il faut faire le deuil. Il faut juste entrer dans le deuil. Il y a des gens qui ont mis sous le tapis des deuils importants, qui n'ont jamais pleuré leur mort, leur perte, leurs gens qu'ils aiment qui sont partis. Ils ont été dans le soifort pour la famille, pour l'entourage, parfois aussi pour eux-mêmes, pour éviter de rentrer dans cette vulnérabilité-là en pensant qu'elle allait s'effondrer s'ils rentraient dans les émotions. Mais faire le deuil, c'est important. Alors, dans l'identification à un mort, c'est vraiment le chemin qui est à faire. En gros, c'est pas mal ça. Puis si vous êtes dans le sentiment de vide, parce qu'on a parlé du manque, c'est vraiment d'aller identifier qu'est-ce qui vous fait plaisir dans votre vie. C'est quoi les éléments qui vous mettent en haute énergie, qui vous rendent en joie, qui mettent du sens à votre vie. Et ça aussi, ça nous demande de se connaître. Puis ça s'apprend, parce qu'il y en a même, hein, Eugénie, je ne sais pas si toi, tu en as dans ton bureau en consultation, mais il y a des gens qui arrivent, parfois, ils vont me dire, je ne sais pas ce que j'aime. Ah, J'ai aucune passion. Il n'y a je te rien. dirais que moi, c'est 90 de ma clientèle parce que c'est un peu ça que j'attire, là, dans le sens que c'est mon histoire à moi, là, quelque part. Tu sais, quand on s'est parlé il y a 2 ans, un petit peu plus que 2 ans, j'étais là, j'étais comme, je sais même plus qu'est-ce que j'aime. Fait que oui, moi, clairement, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont oublié. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est pas qu'on ne sait plus, c'est on a oublié. On a oublié Ouais. parce qu'on, comme tu l'as nommé, on est dans le soi fort, on est dans ces masques-là, tu sais, la peur du jugement, la peur de ci, la peur de ça. On veut faire plaisir à tout le monde, mais il ne faut pas s'oublier là-dedans, tu sais. Mais je pense que c'est... La femme Ouais. est souvent là. Oui, voilà. Donc, c'est pas mal ça. Alors, moi, j'ai envie de dire à ton monde, à ceux qui t'écoutent et tout ça, si vous êtes dans la problématique du conflit du poids, oui, alimentez-vous sainement, mais je ne parle pas de régime ici, juste s'alimenter sainement. Se faire plaisir aussi des fois, parce que ça fait partie du plaisir, les plaisirs culinaires. Bouger, juste suffisamment, pas bouger pour s'éreinter, pas bouger pour s'entraîner comme des athlètes olympiques, juste bouger le corps parce que le corps a aussi besoin de marcher à chaque jour, de se mettre en mouvement. Mm. S'assurer de dormir au moins un 7 heures par nuit, assurément, pour avoir un six cycle de sommeil, parce que Mhm. sinon, notre métabolisme est touché et on le sait, là, on peut faire du poids juste par manque de sommeil. Quand Mhm. ça, c'est là, que c'est mis en place et qu'on a identifié ça là, et qu'on s'occupe de ça, là, observez le corps. Puis donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps. Si ça fait 6 ans que vous êtes en surpoids, donnez-vous quelques mois pour observer la Mhm. transformation. Mais vous n'êtes pas censé avoir à vous battre contre votre corps. Vous n'êtes pas censé à mettre un régime en place. Juste d'avoir les bonnes habitudes saines qu'on vient de nommer et s'occuper émotionnellement de tout ça. Observez-vous. En fait, moi, j'ai envie de donner un défi, Steph, à toutes les gens, les femmes qui vont avoir écouté cet épisode-là, qui se disent, moi, j'ai envie de tester le processus, documentez-le, s'il vous plaît. Et on s'en reparle dans quelques mois. Venez m'écrire, venez m'en parler. On est vraiment curieuse de voir si l'épisode va vous avoir inspiré à
prendre ce temps-là pour vous puis aller voir qu'est-ce qui est là, ben pour prendre soin de vous. Tu sais, c'est Mhm. ça le but, c'est d'amener plus de légèreté aussi dans notre vie, là. Et plus on se comprend, ben, plus on est capable de se donner de l'amour de soi. C'est bien important. Exact, c'est ça. Stéphanie, c'est où qu'on peut te retrouver, là? Ah Parce que oui, je suis persuadée oui, que là, il y a des gens qui vont faire moi, je veux j'ai rentrer dans l'univers de Steph. Bon, premièrement, l'école, hein, le centre, c'est le Centre de formation et santé holistique Satnam, S-A-T-N-A-M. Donc, j'ai un site Internet. Sur Facebook, j'ai une page personnelle pro et aussi un groupe privé. Je vous invite à rejoindre le groupe privé. Je fais de la formation comme ça, des lives spontanés, des micro-coachings dans l'année, principalement durant les portes ouvertes lorsqu'on est en période de préinscription pour les cohortes de l'année. J'enseigne 3 programmes principaux. Le programme Intelligence émotionnelle du corps pour le sens du mal qui dit, le décodage des maladies. J'enseigne thérapeute en relation d'aide, coach holistique, métier qu'Eugénie, tu pratiques maintenant, même si tu t'es aussi spécialisé dans d'autres formations. Et j'enseigne thérapeute en kinésiologie intuitive pour les finissants qui ont envie de s'ouvrir à la voie spirituelle et énergétique en accompagnement suite à leur formation de thérapeute en relation d'aide, de coach et en intelligence émotionnelle du corps. On est une grande équipe. C'est une école professionnelle accréditée, reconnue par différentes associations en naturopathie et dans les métiers d'accompagnement en relation d'aide. Moi, j'aspire à une médecine intégrative. C'est mon mandat, c'est ma mission. Et donc, à l'école, nous avons des gens des services de santé, services sociaux, intervenants, sciences, autant que des gens du domaine naturo, masso, médecine alternative. On vous invite à venir nous voir, nous rencontrer. L'année commence. Au moment où on enregistre le podcast, Eugénie, peut-être qu'il y en a qui l'écouteront dans... Sachez que nos cohortes, c'est toujours du mois de septembre jusqu'au mois de mai. Par contre, il y a des gens qui arrivent parfois avec un petit peu de retard et ils sont acceptés. Alors, osez nous téléphoner si vous sentez un appel d'être avec nous en formation, que ce soit pour vous occuper de vous, parce que la formation professionnelle, c'est comme une vitesse grand V de cheminement. En consultation individuelle, on y va par étapes. On y va avec 1 heure et demie, puis 3 semaines plus tard, une autre heure et demie. En formation professionnelle, c'est souvent des intenses qui sont là lorsqu'ils veulent le faire pour eux, pour venir décaper, se comprendre, se propulser. Ah ouais, on arrête de niaiser. C'est cette année que ça change. Alors, il y a des gens qui sont là pour ça, puis il y a des gens qui viennent aussi pour se spécialiser, venir approfondir leur métier en relation d'aide dans l'intervention. Ils sont déjà dans le domaine. Puis, on a des gens dans des réorientations de carrière qui viennent carrément apprendre le métier de thérapeute et de coach. Donc, on s'adresse à beaucoup de monde. Moi, je vous invite à venir nous voir. Et j'en profite, Eugénie, si jamais tu écoutes le podcast en ce moment, dans le mois de septembre, là, au moment où on tourne tout ça, on a encore les formations de l'été, plusieurs formations gratuites qui sont disponibles sur notre groupe Facebook privé. Alors, vous avez des heures de contenu gratuit, comme ce qu'on vient de faire là, mais sur différents sujets. Et profitez-en, vous avez simplement à rentrer dans le groupe et demander d'avoir accès à tout ça, on va vous le fournir. Les formations vont être retirées fin septembre. Et évidemment, on refait des événements comme ça chaque année avant les inscriptions de l'automne, ce qui veut dire que si vous êtes dans le groupe, vous allez pouvoir bénéficier à chaque année de plusieurs journées de formation intensives sur des sujets comme celui-là. Alors, je vous invite dans l'univers de Satnam et on aspire à un monde plus conscient. Alors, merci de votre intérêt. Puis merci Hmm. Eugénie de m'avoir reçu sur ta plateforme et ton podcast Être Mais autrement. là, c'est tellement un honneur, puis c'est sûr que c'est pas la dernière fois. Puis je vous le dis, allez vraiment dans son groupe privé, là. Vous pouvez pas vous priver de tout le contenu qui est là. Puis tu l'as pas nommé, mais tu as aussi un podcast avec Ben oui, Alexandra. merci de me ramener à tout ce que je fais. Oui, j'ai un podcast maintenant. C'est vraiment drôle. Euh, et La Grande Vision. Donc, le podcast La Grande Vision, vous pouvez nous trouver sur Apple, Spotify et YouTube. C'est avec ma collègue et amie Alexandra Joyal et c'est sur le leadership conscient, bienveillant. Donc, la posture d'autorité saine, on parle de plein de choses au niveau de la croissance personnelle, l'autonomie affective, les dynamiques relationnelles, mais surtout sous l'angle du leadership pour être de plus en plus un humain conscient et être en conscience avec les autres, à travers aussi nos rôles d'autorité, que ce soit en couple avec nos enfants, que ce soit dans le milieu du travail. De l'autorité, là, il y en a partout. Même à l'intérieur de nous, on a une autorité personnelle. Donc, c'est un podcast sur ces sujets-là principalement. Ça s'appelle La Grande Vision. Et merci, Eugénie, d'avoir
Ben penser là, ça fait à me le plaisir. faire Tous dire. les liens seront dans la partie d'information là, de l'épisode. Merci, merci Stéphanie. J'espère que vous avez aimé l'épisode, la gang. Si vous avez apprécié un passage précis, gênez-vous pas de le repartager sur les réseaux. Vous le savez, c'est comme ça que le podcast se fait connaître. C'est comme ça que vous aidez Stéphanie, que vous m'aidez moi aussi à nous démarquer, à nous faire voir par d'autres. Puis si ça vous a fait du bien, puis c'est venu vous interpeller, mais vous le savez que ben, il y a d'autres personnes aussi dans votre entourage qui ont besoin de l'entendre, cet épisode-là. Alors, n'oubliez pas de noter 5 étoiles, rien de moins, sur Spotify et Apple Podcast et le partager. Vous pouvez, je sais que Steph, t'es plus sur Facebook, mais n'hésitez pas à taguer là, Être autrement. Puis si vous avez des questions sur l'épisode, venez m'écrire aussi. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Puis, ben, tu sais, des fois, ça peut être pertinent pour amener vers un prochain épisode. Oui. Merci Merci, beaucoup. Steph. Merci. Bye tout le monde. Bye bye tout le monde. Merci, Steph. C'était full Merci le à fun. toi. Oui! Est-ce que tu arrêtes l'enregistrement? On va se Ah, je vais parler un peu? l'arrêter après parce que je vais OK, te faire quitter puis je vais faire mon intro officielle. parfait. Donc, merci, c'était super agréable. Oh, c'était parfait. Merci encore. Puis ben, je te donnerai des nouvelles quand ça sera Oui. fait. Puis moi, je vais le partager aussi de mon bar partout, fait que Oui, ça te fait merci, voir. cool. Puis je vais quand même te nommer, je le nomme, ça c'est dans les airs, mais tu sais, on sait jamais la vie. Moi, là, n'importe quand, organiser quoi avec toi, hein? Oui. Ah Ouais, ben, tu sais, certain. si à un moment donné, là, tu as le goût, je sais pas, un événement, une retraite, n'importe quoi, je suis bien ouverte. OK. Fait Ben que oui. je t'en parle, des fois, il y a de quoi qui s'installe Ben, un jour, puis c'est genre, je garde ça dans la tête. En fait, je vais organiser mon prochain événement conférence là, ouais, que j'ai fait dernièrement. Ça va probablement être fin janvier, début février. Fait que ça pourrait être cool si ça ça tombe de venir. m'intéresse. Oui, moi Ouais, j'adore OK. ça. Écoute, tu sais, je regarde cette année, l'année passée, c'est surtout Ritma. J'ai fait plusieurs conférences avec eux. Puis, tu sais, revenir, on a tellement d'angles de. Hmm. Tu sais, quand tu as des événements, si tu as besoin de conférenciers, Ouais. pour Ben, c'est vrai, il y sûr, a c'est sûr. tellement d'angles à apporter. Les sujets sont illimités. Fait que n'hésite pas. J'adore faire de la conférence. Puis, Ben là. connecter avec des gens en salle, là, ça fait différent du Zoom. Fait que, Ouais. appelle-moi si tu as envie Ben que oui. j'y sois. Ces événements-là, c'est vraiment le fun parce que c'est full spirituel. Quand même, Oui. là. Fait que, ben oui, c'est sûr, je garde ça en tête. Parfait. Ben, merci pour la belle Merci, invitation. Steph. Je suis vraiment touchée. Bonne journée. Bye. Bye.